Un petit détail avant que je commence, que je commence à commenter ce cycle de conférences. Emna Jablaoui, qui va donner la conférence ce soir, a proposé de la filmer. On a trouvé que c'était une très bonne idée. Donc voilà, on voulait vous prévenir que la conférence sera filmée et je pense que les questions seront filmées. Donc, si vous avez un problème avec ça, vous pouvez soit le signaler, soit ne pas participer au moment où on posera des questions. Mais bon, signalez-le moi au moment où on fera passer le micro. Ce sera diffusé à des fins pédagogiques, voire peut-être même sur YouTube. Voilà. Ensuite, je voulais... où sont mes diapos? Tant pis, je vais faire sans les diapos. Donc je vais vous présenter le site de conférence comme si, communication scientifique si on veut, ou comme ci, comme ça. C'est en fait un partenariat. David, est-ce que je peux avoir les diapos pour illustrer? Ah, pardon. Non, je n'aurai pas les diapos, c'est pas grave. C'est un partenariat avec l'IRD. Olivier Pringot, représentant de l'IRD en Tunisie, est là et vous présentera la conférencière juste après. C'est un partenariat aussi avec les institutions de recherche en Tunisie, donc l'IRD, comme j'ai cité, le CIRAD, qui s'occupe plus spécifiquement de l'agronomie, l'IRMC, qui est donc un institut du CNRS en sciences humaines basé à Tunis, et puis une association tunisienne qui s'appelle REACT, la recherche en action, qui vise à intégrer la société civile dans les questions de recherche. Voilà. Donc le but de ce cycle de conférence est en fait de poser des questions de société sur des bases scientifiques compréhensibles et qui ouvrent à la discussion. Si en plus ces recherches sont basées sur des coopérations tuniso-françaises ou franco-tunisiennes, c'est un plus évidemment et c'est celle qu'on essaie de choisir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que le but, comme vous l'aurez compris par la petite explication qui précède, le but est de la discussion et l'échange avec les conférenciers scientifiques. À cette fin, on aura une petite série de questions à la fin. Des questions, s'il vous plaît, d'ordre général, qui intéressent tout le monde. Et ce qu'on vous propose après, c'est de se retrouver autour d'un verre de l'amitié, juste à l'extérieur dans le hall. Et là, vous aurez tout loisir de poser des questions plus particulières à la conférencière, si elle est d'accord. Elle est d'accord, c'est super. Voilà, très bien. Je voulais vous préciser le planning que vous voyez ici. On va parler dans les mois à venir de pesticides, de la COP22 et des questions d'eau et de changement climatique. Et puis plus tard en octobre, de l'autisme et du syndrome d'Asperger, que je pense va être une conférence très intéressante. Les deux dernières conférences auront peut-être lieu à la Cité des Sciences, donc faites attention par rapport au planning. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question et je vais passer la parole. Oui, bon, si vous pouviez mettre vos portables sur silencieux, ce sera encore mieux. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi j'ai la lourde tâche de devoir vous présenter Emna. Donc Emna Jablaoui, elle a fait ses études patrimoines ici, juste à côté, au lycée Bourguiba, plus connu pour les francophones comme étant l'ancien lycée Carnot. Elle a obtenu un prix présidentiel pour son baccalauréat. Et a ensuite enchaîné en France avec des études de Cannes, type au Cannes, au lycée Henri IV à Paris. Elle a obtenu une licence d'arabe à la Sorbonne, puis elle est rentrée en Tunisie pour obtenir son DEA de civilisation arabe et islamique à l'université de la Malbaie. Actuellement, Emna est directrice de l'Institut international du développement humain, IDH. Dans le cadre de cet institut, elle a lancé récemment un projet qui s'appelle W4P, Women for Peace and Security. On pourrait traduire plus prosaïquement, Femmes pour la paix et la sécurité. Depuis 1999, elle enseigne la civilisation arabo-islamique à l'université. Elle a quand même plusieurs casquettes sur sa tête. Elle est coordinatrice régionale du bureau de Tunis au programme d'appui à la société civile, en charge du volet déradicalisation. C'est donc dans ce cadre-là qu'elle intervient aujourd'hui. Ses liens avec l'IRD sont relativement récents, mais ô combien fructueux depuis, puisqu'elle a commencé à travailler avec l'IRD à Madagascar, suite à sa participation à la dernière table ronde qui s'est organisée dans le cadre du sommet de la francophonie, table ronde qui s'intitulait Élite, démocratie et croissance, dans lequel elle a rencontré notamment le directeur général délégué, M. Jean-Marc Chatani, et qui lui vaut notamment
ce soir, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle à ce sujet. Voilà. Donc, comme l'a dit Guillaume, après la conférence, on aura un jeu de questions-réponses et des questions plus personnelles pourront être posées à Lina. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation et je vous souhaite une bonne conférence. Et merci à toi. Bonsoir. Merci à tous d'être là. Je remercie l'Institut de recherche et développement, l'IRD. Également, je remercie l'IFT pour l'organisation de cet événement. Je suis assez contente ce soir de pouvoir discuter avec vous d'un thème sur lequel j'ai commencé à travailler depuis juillet 2014. Et je suis assez heureuse actuellement de pouvoir un tout petit peu travailler à la fois sur la recherche mais également sur le terrain. À partir de notre projet Femmes, Paix et Sécurité, mais aussi à travers un projet qui s'étale sur tout le territoire tunisien, qui est conduit par le PAC, le programme d'appui à la société civile financé par l'Union européenne. Et je suis assez, on va dire, contente de pouvoir à la fois continuer la recherche, la mise à jour de la recherche, mais pouvoir aussi toucher le terrain et être en contact avec les acteurs de la société civile. Nous avons initié depuis avril dernier une série de formations, rencontres sur le rôle de la société civile contre la radicalisation. Nous avons très bien avancé avec les associations de Mednin Tatawin. Nous sommes en train de préparer un plan d'action pour les associations du Sud-Est. Donc vous savez très bien que les frontières tuniso-libyennes sont des frontières assez fragiles, que elles sont prioritaires même par rapport à la stratégie nationale. Vous savez aussi très bien que la stratégie nationale approuvée le 7 novembre 2016 prévoit 4 piliers, dont le pilier de la prévention. Et que dans cette stratégie, on parle prévention, mais on parle aussi du rôle de la société civile. Et c'est une avancée assez importante pour nous que pour le domaine de tout ce qui est stratégie pour contrer l'extrémisme violent, on parle aujourd'hui, maintenant, du rôle des citoyens, du rôle de la société civile. Et on admet aussi le rôle des femmes. Et on parle de plus en plus de la fameuse résolution du Conseil de sécurité, la résolution 1325, peu connue parce qu'il s'agit d'un chiffre et parfois cette résolution reste un peu comme une énigme, mais elle nous tient à cœur et à travers ce qu'on fait dans l'Institut de développement humain, on essaie de créer une plateforme de femmes tunisiennes pour contrer l'extrémisme et un tout petit peu de transmettre les voix des femmes qui, de par leur recherche ou de par leur action de citoyenne, de maman, de sœur, ont pu soit contrer une radicalisation d'un membre de leur famille, soit contrer une radicalisation de leur communauté directe. Donc nous essayons un tout petit peu à travers ce projet de produire des capsules vidéo de 3 minutes pour un tout petit peu aussi contribuer aux efforts de tous à la sécurité humaine aujourd'hui. Nous produisons des capsules qui proposent un storytelling, un success story, donc des histoires de succès. Et pour cela, je dois me tourner vers nos amis de la coopération française, ici présents ce soir, de la coopération espagnole, pardon, qui ont bien voulu croire en notre projet et bien voulu propulser le projet W4PS, Women for Peace and Security, Femmes pour la paix et la sécurité. Et pour 2 années, 2017 et 2018, nous allons accompagner 50 femmes et 50 hommes pour être des humbles ambassadeurs de la paix sur tout le territoire de la Tunisie. Donc voilà un peu ce qu'on fait sur le plan de l'activisme, entre guillemets. Mais il y a le volet académique
Et comme je vous ai dit, cette recherche que je vous présente aujourd'hui a été menée en 2014, en juillet, à la demande d'amis de la société civile arabe, donc des amis libanais. Et c'était dans le cadre de la participation de la société civile aux recommandations pour des politiques de voisinage euro-arabe. Donc une partie de cette recherche a été présentée à Beyrouth, mais aussi à Bruxelles. Et c'était des associations qui travaillaient nécessairement et essentiellement sur les droits socio-économiques, mais ils avaient pensé que justement les droits socio-économiques et culturels, il fallait parler de la recrudescence du problème de la radicalisation, essayer de déconstruire cette question et proposer dans le cadre de ces politiques des recommandations pour les politiques éducatives et culturelles. Donc dans cette recherche, j'ai essayé un tout petit peu de démonter un historique, une histoire de la radicalisation. Et je pense que la génération qui, en ce moment, le fruit d'un travail, la génération qui en ce moment est radicalisée est le fruit d'une trentaine d'années de travail. Donc en fait, ma thèse dans cette recherche est que parler d'une radicalisation rapide est une erreur. Parler d'une radicalisation qui a duré 3 mois, comme on l'entend souvent, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire il y a eu un travail de propagande, un travail de longue haleine qui a commencé par l'espace cathodique. Et donc on va en parler tout au long de cette présentation. Donc l'idée essentielle de cette présentation, c'est que la radicalisation dans l'espace arabo-islamique, mais aussi dans l'espace de l'Afrique du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, et également dans les communautés musulmanes vivant en Europe et dans d'autres pays de l'Amérique du Nord. C'est une radicalisation qui a commencé il y a 30 ans. Et elle a commencé dans le cadre d'une concurrence entre sunnisme et chiisme. Et il y a eu tout un effet de propagande du salafisme wahhabite qui a porté ses fruits et qui a pris des proportions assez importantes avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc je commence rapidement par cette présentation et on va petit à petit démontrer cette thèse qui fait que c'est un travail de 30 ans et que le travail de déradicalisation va peut-être demander autant d'années si ce n'est plus. Donc voilà, donc ça sera pour nous un processus long et compliqué. Mais à mon avis, même si c'est difficile, il ne faut pas se croiser les bras. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Et il s'agit de l'effort de tous, des États, des sécuritaires, mais aussi des citoyens. À mon avis, tout le monde doit se mêler. Musulmans et non musulmans aussi. Donc, je vous ai un tout petit peu parlé de ce qu'on fait dans le cadre de notre action de terrain. Donc, nous remontons à une phrase qui est une clé pour nous et qui explique un peu notre parcours. Donc le fait de faire islamologie et d'enseigner cela à l'université remonte à une phrase d'André Malraux qui a un tout petit peu déterminé un choix de recherche et un choix presque de vie académique et même de sacerdoce en partie. On parle de la phrase « le 21e siècle sera religieux ». Il paraît qu'André Malraux n'a pas dit les choses exactement comme cela. C'est-à-dire, il paraît qu'il a parlé d'un siècle qui serait mystique où, je cite ici le point,
Il paraît que André Malraux aurait prononcé cette phrase en 1946 et qu'il aurait dit « Le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux, sous une forme aussi différente que celle que nous connaissons, que ne le fut le christianisme ou les religions antiques. » Donc, effectivement, il a parlé d'un 21e siècle qui poserait le problème du religieux d'une manière ou d'une autre. Donc, pour nous, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous ce soir et de beaucoup de personnes qui, dans la communauté scientifique ou dans la communauté des acteurs politiques ou acteurs de la société civile, il est important de se poser des questions de manière académique et d'éviter les périls de l'hystérisation de la problématique. Et malheureusement, il y a des dérives en ce moment, des dérives soit dans l'espace médiatique, soit aussi dans l'espace politique. Il y a malheureusement une hystérisation du débat. Et la question étant une question sensible et essentielle pour la sécurité globale, il me semble qu'il faut qu'il y ait des espaces sains et safe, on va dire, où le débat n'est pas hystérique et où la réflexion sur cette question prend le temps de faire les choses. Et effectivement, vous savez très bien que le temps du terrorisme, temps TEMPS, et le temps du politique sont parfois rapides. Et l'urgence parfois des élections, l'urgence de la gestion du quotidien ou de la réaction à des actes terroristes fait que parfois il y a une pression. Et donc les décisions, les actions ne prennent pas le temps de réfléchir. Nous, dans la communauté des chercheurs, on a au moins le luxe de prendre le temps parfois, de comprendre. Et on a aussi dans la société civile le luxe de ne pas avoir la pression des dates électorales et ainsi de suite. Donc cela nous permet un tout petit peu de prendre le recul. Et c'est ce que je voulais partager ce soir avec vous. Donc, dans la recherche qu'on a faite, nous avons essayé de faire un travail, comme je vous ai dit, d'analyse, de déconstruction, et aussi de typologie de la radicalisation. Nous allons nous arrêter sur 4 variables explicatives, même si, en fait, les variables qu'on a dégagées tout au long de notre travail de recherche, mais aussi de terrain, sont 6 variables. Donc ce soir, on va s'arrêter sur 4, mais j'espère que les prochaines rencontres, on aura l'occasion de s'arrêter sur les autres.